Il était massif. Sandre Locache confesse tout dans ses mémoires. Sandre Locache est née Sandra Louise Smith le 28 mai 1944 à Shelbyville, dans le Tennessee. Latch a grandi dans une famille du Sud modeste. Dès son jeune âge, elle a démontré un talent naturel pour la créativité et la performance. Ses premières années dans le Tennessee, bien que souvent difficiles, lui ont inculqué un sens de la résilience et de l'indépendance qui allait plus tard définir sa carrière et ses luttes personnelles à Hollywood. L'entrée de Locke dans l'industrie cinématographique a été à la fois audacieuse et fatidique. En 1967, elle a remporté un concours national de talent pour le rôle de Mick Kelly dans l'adaptation cinématographique du roman classique de Carson McCullers, Le cœur est un chasseur solitaire. Ce rôle révélateur l'a immédiatement mise sur la carte, lui valant une nomination aux Oscars pour la meilleure actrice dans un second rôle et ainsi qu'une nomination aux Golden Globes. Les critiques ont salué sa performance naturelle et émotionnellement brute, notant qu'elle avait saisi la sensibilité et la complexité d'une jeune fille aspirant à l'amour et à l'appartenance. À seulement 23 ans, Latch semblait destinée à une longue et brillante carrière dans le cinéma. Tout au long des années 1970 et 1980, Latch est devenue largement reconnue non seulement pour son propre talent d'actrice, mais aussi pour son association professionnelle et personnelle avec l'acteur-réalisateur Clint Eastwood. Les deux se sont rencontrés en 1975 alors qu'ils travaillaient ensemble sur Josey Wales hors la loi et ont rapidement entamé une relation qui a duré plus d'une décennie. Pendant cette période, Latch est apparu dans plusieurs films d'Eastwood, notamment L'épreuve de force 1967, Doux, dur et dingue 1978, Ça va cogner 1980 et Le retour de l'inspecteur Harry 1983. Ces rôles lui ont permis de montrer sa polyvalence, en incarnant aussi bien des héroïnes volontaires que des femmes vulnérables prises dans des circonstances extraordinaires. Bien que certains critiques aient estimé que son identité d'actrice était éclipsée par son partenariat avec Eastwood, les performances de Latch ont apporté nuance et profondeur à chaque rôle, garantissant qu'elle reste une présence mémorable à l'écran. Cependant, la vie de Latch derrière la caméra était bien plus complexe que ne le suggérait son image glamour hollywoodienne. Sa relation avec Eastwood, bien que durable, a été semée d'embûches. Lorsque la relation a pris fin à la fin des années 1980, Latch a été confrontée à d'énormes obstacles personnels et professionnels. Elle a révélé dans ses mémoires The Good, The Bad and the Very Ugly 1917 qu'elle avait enduré des difficultés émotionnelles et un sabotage de carrière, dressant un tableau saisissant des défis auxquels les femmes étaient confrontées à Hollywood à cette époque. Malgré l'adversité, Latch a fait preuve d'un courage remarquable en se défendant, en intentant des poursuites qui ont attiré l'attention sur les questions de discrimination sexuelle, d'abus de pouvoir et de la lutte des femmes pour affirmer leur indépendance dans une industrie dominée par les hommes. En plus de jouer, Latch s'est également lancée dans la réalisation, prouvant que ses talents s'étendaient bien au-delà de l'écran. Elle a réalisé des films tels que Rat Boy 1986, qui a retenu l'attention des critiques pour son originalité, et Impulse 1990, un thriller policier mettant en vedette Teresa Russell. Bien que sa carrière de réalisatrice ait été limitée, les efforts de Locke ont été importants. Elle a été l'une des rares femmes à Hollywood à cette époque à passer derrière la caméra, ouvrant la voie aux futures réalisatrices. Son travail a démontré sa détermination à raconter des histoires de son propre point de vue et à remettre en question les conventions du cinéma grand public. La vie de Latch a également été marquée par des problèmes de santé. Elle a lutté contre le cancer du sein dans les années 1990 et a ensuite subi une récidive de la maladie. Ses défis cependant, n'ont pas diminué son esprit. Elle est restée une personne intelligente, articulée et volontaire jusqu'à ses dernières années. Ses amis la décrivaient comme pleine d'esprit, profondément réfléchie et n'ayant pas peur de dire ce qu'elle pensait. Des qualités qui l'ont rendue à la fois admirée et respectée par ceux qui la connaissaient personnellement. Le 25 septembre 1967, Sandre Locache
a épousé le sculpteur Gordon Lee Anderson lors d'une cérémonie qui s'est tenue dans l'historique First Presbyterian Church de Nashville, dans le Tennessee, un lieu connu pour sa belle architecture et son atmosphère intime qui a ajouté une touche d'élégance intemporelle à leur union. La cérémonie a été célébrée par le Dr Walter Rowe Courtney, dont la présence a donné un ton formel et digne à la cérémonie, soulignant le sérieux et la profonde signification personnelle du mariage. Il est à noter que ce mariage a eu lieu juste une semaine après que Lack ait commencé la photographie principale de son film révélateur « Le cœur est un chasseur solitaire », marquant un moment de sa vie où les étapes personnelles et les percées professionnelles ont convergé d'une manière remarquable. Le mariage entre Lash et Anderson durera plus d'un demi-siècle, soit 51 ans extraordinaires jusqu'à sa mort en 2018, un témoignage de leur engagement indéfectible, de leur respect mutuel et de leur lien émotionnel profond dans une industrie où les mariages durables sont notoirement rares. La relation de Locke avec Anderson, cependant, avait commencé bien avant le jour de leur mariage. Elle le connaissait depuis au moins la fin des années 1950, une relation qui se serait développée sur plusieurs années au cours desquelles ils ont noué une amitié profonde qui s'est progressivement transformée en un partenariat romantique. Les sources divergeant sur la date exacte de leur première rencontre, les estimations variant jusqu'à 4 ans, soulignant à quel point Lack a été entouré très tôt dans sa vie de personnes solidaires et créatives qui l'aideraient à façonner son chemin. En 1968, suite à sa célébrité grandissante et au déluge de propositions de scénarios qui sont arrivées au milieu du buzz des Oscars pour sa performance dans Le cœur est un chasseur solitaire, Latch et Anderson ont pris la décision capitale de quitter le Tennessee. À la recherche à la fois d'opportunités professionnelles et d'un nouveau chapitre dans leur vie personnelle, ils ont emménagé dans un élégant condominium à l'Andalusia, à West Hollywood, une région réputée pour attirer des artistes, des acteurs et d'autres créatifs. Ce déménagement a non seulement placé Lash au cœur de l'industrie du divertissement, mais a également offert au couple un style de vie urbain moderne où Anderson pouvait continuer son travail de sculpteur tandis que Lash poursuivait sa carrière cinématographique naissante. Leur vie commune à West Hollywood est devenue un mélange d'intimité personnelle et d'ambition professionnelle, permettant aux deux de s'épanouir créativement tout en restant profondément liés en tant que partenaires. Clint Eastwood, l'acteur et réalisateur légendaire connu pour son attitude stoïque et ses rôles emblématiques dans les westerns et les films d'action, est une figure qui a occupé une place importante non seulement sur le grand écran, mais aussi dans la vie personnelle de Sandre Locash. Dans ses mémoires, Lack n'hésite pas à offrir au lecteur un aperçu profondément personnel de sa relation de plusieurs décennies, et avec Eastwood, révélant des couches d'admiration et de douleur. Ces mots, soigneusement ponctués d'honnêteté, servent à la fois de témoignage et de révélation, invitant les lecteurs dans le monde intime derrière la façade glamour d'Hollywood. La description d'Eastwood par Locke donne immédiatement le ton de l'admiration et de l'immensité. « Il était massif », écrit-elle, une affirmation qui transcende le sens littéral de sa stature physique. Dans ses mémoires, Latch explique comment la présence d'Eastwood dominait une pièce, sa personnalité étant aussi imposante et autoritaire que sa carrure. Elle se souvient s'être assise en face de lui au début de leur relation, ressentant un mélange d'excitation et d'intimidation. Son charisme, note-t-elle, était irrésistible, attirant les gens, attirant l'attention et créant une aura à laquelle peu pouvaient résister. Ce n'était pas seulement sa taille ou sa façon de se tenir, admet-elle. C'était quelque chose de plus profond, une force qui semblait plier l'air même autour de lui. On savait qu'il était aux commandes, qu'on le veuille ou non. Les observations de Locke donnent au lecteur une idée viscérale de ce que c'était que d'être dans l'orbite de quelqu'un dont l'influence semblait s'étendre bien au-delà des mesures ordinaires. Pourtant, ces mémoires ne s'attardent pas seulement sur le spectacle de la personnalité hors du commun d'Eastwood. Latch partage également les aspects humains plus intimes de lui, offrant un rare aperçu de son monde privé, un monde qui contrastait souvent avec son image publique. Elle décrit des moments de tendresse, de vulnérabilité et même d'humour
qui contrastait fortement avec son extérieur robuste et stoïque vu dans des films comme L'inspecteur Harry et le Bon, La Brute et Le Truand. Il pouvait être d'une douceur inattendue, se souvient Locke, un côté de lui qui semblait presque secret, réservé uniquement à ses proches. Mais ces moments étaient ni fugaces, comme des rayons de soleil à travers une tempête, bref et magnifique. Cet équilibre entre pouvoir et vulnérabilité, suggère Locke, est ce qui a rendu Eastwood à la fois fascinant et frustrant, inspirant à la fois l'amour et le conflit dans leurs relations à long terme. Les mémoires de Fombre de Locke abordent également les complexités et les difficultés d'être impliqué avec un homme du calibre d'Eastwood. Elle réfléchit avec franchise à la façon dont sa renommée, son ego et et son emploi du temps chargé ont affecté leur partenariat. Être avec Clint, c'était comme tenir la foudre dans ses mains. Elle écrit « Il y avait de l'énergie, de la brillance et du danger à la fois. On ne savait jamais quand on serait soulevé ou renversé. » À travers ses réflexions, Locke transmet non seulement l'exaltation, mais aussi les défis de l'intimité avec quelqu'un dont la vie semblait perpétuellement sous le microscope. Elle partage la turbulence émotionnelle, les malentendus et les moments de connexion profonde, peignant un tableau à la fois romantique, compliqué et douloureusement honnête. Tout au long de ses mémoires, Locke fait preuve d'une capacité remarquable à examiner ses propres sentiments et réactions, offrant un portrait nuancé d'une relation qui était tout sauf simple. Ses réflexions sur Eastwood sont entrecoupées d'une conscience de soi, car elle reconnaît son propre rôle dans la dynamique. J'étais attiré par lui, oui, mais je savais aussi que j'entrais dans un monde où je risquais d'être éclipsé, où ma propre voix pourrait se perdre, confesse-t-elle. Cette franchise permet au lecteur de comprendre les couches psychologiques et émotionnels en jeu, créant un portrait d'un amour aussi intense que compliqué. Les mémoires de Sandre Locke témoignent à la fois de l'attrait et des défis d'être avec un homme aussi colossal, au figuré comme au propre, que Clint Eastwood. Ces mots capturent le magnétisme, le pouvoir, la beauté et la turbulence de leur relation, donnant au lecteur un regard sans fard sur les réalités derrière la légende hollywoodienne. À travers des passages comme il était massif, Locke distille non seulement l'énormité de la présence d'Eastwood, mais aussi l'impact profond qu'il a eu sur sa vie, un impact qui la façonnerait personnellement, professionnellement et émotionnellement pour les années à venir. Ses mémoires sont, dans tous les sens du terme, une exploration audacieuse, révélatrice et inoubliable de l'amour, de la célébrité et des complexités de la vie aux côtés de l'une des figures plus emblématiques des héroïques du cinéma. Sandre Locke est décédée à l'âge de 74 ans le 3 novembre 2018 à son domicile de Los Angeles, en Californie, une ville où elle avait passé une grande partie de sa vie d'adulte à cultiver sa carrière et ses projets personnels. Son décès a été attribué à un arrêt cardiaque qui, selon les rapports médicaux, était lié à des complications liées au cancer du sein et des os, des maladies contre lesquelles elle s'était battue en privé pendant un certain temps. Le décès de Locke a marqué la fin d'une vie remarquable qui avait été à la fois célébrée publiquement et intensément scrutée, en particulier en raison de sa carrière très médiatisée à Hollywood et de ses luttes profondément personnelles contre la santé et les relations. Suite à son décès, les restes de Locke ont été incinérés le 9 novembre 2018 au Pierce Brothers Westwood Village Memorial Park and Mortuary, un lieu de Los Angeles connu pour sa longue histoire au service de la communauté du divertissement et pour être le dernier lieu de repos de nombreuses légendes hollywoodiennes. Le choix de la crémation reflétait une approche privée et intime de ces derniers arrangements, conformément à la façon dont Locke avait souvent valorisé la vie privée tout au long de sa vie, malgré son statut de personnalité publique. Après la crémation, ses cendres ont été confiées à son veuf, Gordon Lee Anderson, qui avait été son mari dévoué pendant plus de 5 décennies. Cet acte a souligné le lien durable entre Locke et Anderson, mettant en évidence la stabilité et la profondeur de leur relation au milieu des turbulences qui avaient sans caractérisé d'autres aspects de sa vie. En plus de confier ses restes à Anderson, Locke lui a légué une fortune estimée à 20 millions de dollars,
démontrant non seulement son succès financier considérable, mais aussi son dévouement indéfectible à soutenir l'homme qu'elle aimait. Tout au long de leur mariage, Latch a semblé être une source constante de soutien émotionnel et financier pour Anderson, un fait qui reflétait sa loyauté, sa générosité et son approche pratique pour assurer le bien-être des membres de sa famille les plus proches. Sa capacité à amasser une telle fortune témoigne de sa carrière réussie dans le jeu et la réalisation, ainsi que de sa gestion astucieuse de ses finances au fil des ans. Même dans ces dernières années, elle semblait déterminée à subvenir aux besoins d'Anderson d'une manière qui honorerait le partenariat qu'ils avaient partagé pendant plus d'un demi-siècle, révélant un côté de Locke profondément privé, responsable et fermement engagé envers ceux qu'elle aimait. En fin de compte, la mort de Sandra Locke, sa crémation et l'héritage qu'elle a laissé derrière elle servent d'être non seulement de marqueurs de la fin de sa vie, mais aussi de reflets de ses valeurs durables, de sa vie privée, de sa loyauté et de son souci de ceux qui lui sont les plus proches. Même dans ses dernières décisions, l'histoire de la vie de Locke, marquée par la réussite artistique, les luttes personnelles et les relations complexes, a été ponctuée par une générosité et une prévenance qui ont laissé une impression durable sur sa famille, ses amis et le monde qui avait admiré son travail pendant des décennies.